Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous débattons avec vous aujourd'hui, vendredi 16 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas Porte, vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Bonjour. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Ave. Vous êtes au travail? Comme toujours. Moi, je suis pour le travail, pas comme d'autres. On va en reparler avec vous. Et Ergun Toparslan, bonjour, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bon, beaucoup de sujets encore aujourd'hui. La fameuse sortie de Sandrine Rousseau sur le travail, valeur de droite, le droit à la paresse. On va parler de la sobriété énergétique aussi. Jusqu'où aller? On a vu que les entreprises et l'État commencent à prendre des mesures. Jusqu'où irez-vous? On en parle ce matin. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Rafik Smati. C'est l'actualité. Vous l'avez peut-être lu dans la presse ce matin. Ça concerne un patron. Oui, je voudrais adresser un coup de cœur à un entrepreneur qui s'appelle Yvon Chouinard, qui est le fondateur de la marque Patagonia. Eh bien, il décide de partir à la retraite, il a plus de 80 ans, et il va céder son entreprise à des ONG. Alors, céder, non, il va la donner à des ONG, ouais. Sachant qu'il aurait pu la vendre et elle est valorisée 3 milliards de dollars. Et il le fait en prenant l'engagement que les bénéfices de son entreprise seront affectés à la cause climatique et à la cause environnementale. Et alors, je trouve ça très intéressant parce qu'à une époque où certains tentent d'opposer le capitalisme, la création de richesses, les entrepreneurs et la cause environnementale, eh bien cet exemple démontre de manière éclatante que le capitalisme n'est pas le problème pour l'écologie et qu'il est peut-être même la solution. Mais il est l'un des rares à faire ça. Regardez la culture philanthropique aux États-Unis où quasiment tous les milliardaires américains soutiennent une cause aujourd'hui qui va bien au-delà de ce que peuvent faire les associations caritatives. Bill Gates, prenons cet exemple-là, en fait beaucoup plus en Afrique que l'Organisation mondiale de la santé. Pareil pour Warren Buffett et plein d'autres milliardaires. Donc cessons d'opposer dogmatiquement le capital et la planète. La lutte pour le climat et le dérèglement climatique passera par des investissements, ça passera par de l'innovation, ça passera par des entrepreneurs et je crois qu'il est irresponsable de chercher à tout opposer parce que la solution, encore une fois, vient de là. Non mais il ne faut pas être manichéen, je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tout le monde prenne conscience, toutes les strates de notre société doivent prendre conscience que l'enjeu climatique est un enjeu qui nous concerne tous, et que ce soit les entreprises, le monde privé, mais également le sportif, parce qu'on a souvent fait aussi le monde professionnel sportif contre les enjeux climatiques. Je pense que chacun doit prendre conscience de cela et faire un pas vers ce sujet-là. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette comparaison-là, c'est aux États-Unis, il y a beaucoup de milliardaires qu'on pointe du doigt aujourd'hui en France qui s'engagent dans plein de causes qui dépassent leur business traditionnel. Et j'ai l'impression, en tout cas je pense que, y compris comme pour cette marque, qui a une très bonne cote de popularité auprès de nos jeunes, que c'est un chemin qui va montrer l'exemple pour pas mal d'entreprises. Thomas ? Oui, mais moi je salue ce qu'a fait ce patron, puisque d'ailleurs il a dit la terre est notre seul actionnaire, donc effectivement il a eu raison, et c'est un très bon signal qui est envoyé. C'est un comportement qui est tout à fait respectable et qui est salutaire, je dirais même. Maintenant, vous l'avez dit, c'est une minorité, et je crois pas qu'aujourd'hui les grands patrons sont prêts à céder leur entreprise, sont prêts à changer de modèle. Et moi, je dirais pas que le capitalisme est la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est justement le problème dans lequel on est aujourd'hui. On va en reparler sûrement quand on va parler de valeur travail. Mais moi, je crois pas non plus que la philanthropie soit quelque chose qui masque les comportements dangereux d'une certaine catégorie de la population, qui se retranchent souvent derrière leurs actions caritatives, et qui au quotidien ont des comportements qui mettent en danger la planète. Oui, on va voir tout à l'heure quand on va parler de la sobriété énergétique que beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette voie. Donc, mais vous m'avez pas. Moi, je fais la différence entre la très large majorité des entreprises qui aujourd'hui ont un comportement responsable. Ça, elles sont conscientes qu'il faut changer les modes de comportement. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Simplement, nous, quand on pointe un certain nombre de personnes, et moi j'ai déposé il y a quelques jours une proposition de loi pour interdire les jets privés, c'est parce qu'on a des gens aujourd'hui, une ultra-minorité, qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables. Y compris d'ailleurs le ministre des Transports a dit qu'il faudrait certainement réfléchir à réguler aujourd'hui ce mode-là qui est dangereux pour la planète. Donc c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas
les entreprises, c'est pas les patrons, c'est une certaine catégorie de la population, un certain nombre de personnes qui aujourd'hui doivent être mis à contribution. Et je termine sur une chose. J'ai écouté Christophe Béchu ce matin sur RTL, je crois, qui a dit on va pas commencer à le dire parce que le voisin ne le fait pas, nous on va rien faire. Mais si on met pas tout le monde à contribution, on n'aura pas d'adhésion collective au projet de lutte contre le réchauffement climatique. Et vous pouvez pas demander à des gens de baisser le chauffage ou de prendre le train à la place de la voiture et d'avoir des gens qui font par exemple Nantes, La Roche-sur-Yon en jet. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut de la planification. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que Elon Musk, qui, malgré le fait qu'il a des industries qui sont polluantes, de fait, que Elon Musk, quand il annonce donner une prime de 100 millions de dollars à quiconque trouvera une solution technologique pour lutter contre les gaz à effet de serre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un engagement sociétal extrêmement puissant ? Et on sait la capacité de ce type de personnage à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas beaucoup plus la solution qu'aller avec des slogans et que d'essayer d'opposer les uns aux autres? Jacques Miard, on vous a pas entendu. Oui, je voudrais quand même ramener les choses à une certaine notion qui s'appelle le service public. Et moi, je veux bien que des privés définissent ce qu'est, je dirais, le service public et l'intérêt général, mais il y a des moments où on en voit les limites. Parce que ces fortunes, bon, aux États-Unis, ils ont un système différent, après tout, moi je ne suis pas américain, mais en France, la notion de service public est une cohésion de la nation. Et que si on s'éloigne et qu'on remet, je dirais, tous nos choix sociétaux entre des mains privées, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y en a qui vont se racheter, vous allez dire, tous ces grands, c'est vrai que ce sont des génies quelque part du business, et qu'ils ont fait des fortunes colossales dans des conditions parfois assez étonnantes. Donc, moi, je pense quand même que je ne vais pas critiquer, je dirais, la société américaine qui fonctionne de cette manière, mais on en voit aussi les limites. Oui, mais sauf que Jacques Miard... Oui, Rafik, je t'écoute. Oui, sauf que il faut avoir conscience d'un principe de réalité. Le principe de réalité, si on considère, ce qui est mon cas, c'est peut-être pas le vôtre, mais si on considère ce qui est mon cas, que la lutte contre le dérèglement climatique passe en grande partie par l'innovation et par la science, il faut simplement avoir conscience que il faut simplement avoir conscience que chaque GAFA a un budget recherche-développement qui est supérieur à celui du CNRS. Le budget recherche-développement de Google est supérieur à celui du CNRS. Et c'est pas la faute au CNRS et c'est pas la faute à Google, c'est la société qui est comme ça. Non, c'est les politiques publiques qui sont déficientes. Non mais alors attendez, l'État français n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre sur la table le budget des GAFAM en matière de recherche et développement. C'est mort, c'est terminé. Jacques Miard, terminé. Oui, je vous recommande une lecture ô combien intéressante et décapante de Gérondeau sur, je dirais, la religion écologique. Et ça, vous serez stupéfait, parce que qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le cul des vaches qui font le CO2. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc il y a un moment, il faut regarder la réalité. De toute façon, il y a de moins en moins de vaches. On va. Tu parles. Bah si, c'était une information hier. Il y a de moins en moins de vaches et il y a même des. Moi, je manger de la viande et des véganes avec. Bah oui, sauf qu'il y a plus d'éleveurs. Alors ça reste ça va devenir un vrai problème. On va revenir dans un instant. On continue notre tour de table et nos débats avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour les débats. Ensuite, ce sera l'émission Média avec Thomas Porte, Ergun Toparslan, Jacques Miard et Rafik Smati. On continue notre tour de table. On va parler évidemment, je crois que c'est le coup de cœur de Jacques Miard, le travail, une valeur de droite. On continue. Ergun, alors vous vouliez revenir sur un sujet un peu plus grave et léger à la fois. Ouais, un sujet de l'époque, on va dire. C'est plutôt un coup de gueule, mais qui deviendra un coup de cœur. Ça concerne les nouveaux, la nouvelle économie qui est tout autour des nouveaux réseaux sociaux, avec notamment ces fameux influenceurs, comme ils s'appellent, qui ont fait l'objet d'un complément d'enquête qui a fait énormément de bruit la semaine dernière, à la suite des interpellations, notamment du rappeur Booba sur les réseaux sociaux, qui a pointé du doigt des escroqueries qui étaient liées à ce nouveau business-là. Et là, on a découvert un nouveau monde économique qui était en train de s'agréger autour de ces nouvelles personnalités,
qui s'apparente finalement à un nouveau marché publicitaire, et une agence qui gère la carrière et la promotion de ces nouveaux influenceurs a été pointée du doigt pour ses actions. Mais de l'autre côté, il y a quand même malgré tout des agences, et je voulais en parler aussi aujourd'hui, qui font en sorte que cette créativité nouvelle qui est liée à cette nouvelle génération sur les réseaux sociaux puisse s'exprimer, puisse devenir meilleure, parce qu'en France on a ce qu'on appelle non pas des influenceurs mais des créateurs de contenu, ils préfèrent s'appeler comme ça, qui sont énormément influents sur les réseaux sociaux et qui ont un grand succès à l'échelle internationale. Et plusieurs agences, contrairement à celle qui a été pointée du doigt dans le complément d'enquête, donc soit celle de Follow, Equipe Smile, a fait découvrir des nouvelles personnalités qui, au fur et à mesure de leur carrière d'ailleurs, ont été réorientés vers d'autres secteurs. Ils sont passés par les réseaux sociaux, puis sont devenus acteurs, parfois chanteurs. Donc c'est quand même un nouveau secteur qui fait partie de notre économie, qui mérite aussi d'avoir une visibilité et qui ne doit pas systématiquement être dénigré malgré ce qui a été démontré lors de ce complément d'enquête. Je suis pas très sensible. Oui. Enfin, j'entends ce que vous dites, mais je suis pas très sensible. C'est un peu le vide sidéral quand même, non? On peut en parler. Oui. Alors Jacques, vous avez un avis sur les influenceurs et influenceuses? Mais c'est pas ça. C'est que où il a raison, c'est que les véhicules nouveaux que nous avons dans notre société depuis quelques années, à savoir les réseaux sociaux, peuvent créer. D'une part, c'est une source d'imagination parfois, c'est évident, une créativité intellectuelle. Et puis ça peut être la langue des hommes, c'est-à-dire le meilleur et le pire. Donc c'est là où il faut faire attention, mais on ne peut pas y nier. Moi-même, qui suis un vieux CON en douille, eh bien, je suis obligé de passer par, je dirais, ces réseaux et je les utilise. TikTok aussi TikTok aussi, Jacques Miard? Ça m'étonnerait. TikTok non, aussi. je ne fais pas TikTok, mais je fais Cuicui. Fais Cuicui. Ça, c'est évident. Ouais. Il y en a un, d'ailleurs, que je viens de lancer ce matin, où je me suis attrapé la présidente de la commission, là, qui se la fait un peu et qui, surtout, la ramène un peu trop. Ben, je peux vous dire que j'ai déjà plus de 1500 gens qui l'ont aimé. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça existe. Il ne faut pas se tromper. On a changé de monde. On n'est plus à la marine à voile, comme disait De Gaulle. Oui. Rafik, un avis sur... Oui, c'est un secteur qui existe maintenant. Maintenant, il y a quand même aujourd'hui, comme dans tous les nouveaux secteurs, énormément de dysfonctionnements et d'abus. Vous savez, comme le disait Hannah Arendt, le bien et le mal sont les deux faces d'une même médaille. Et moi, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup d'excès et d'extrêmes sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi une profusion créatrice. Le plus difficile, c'est de l'identifier, mais cette profusion créatrice, elle est là, la jeune génération s'en est emparée, et je pense que ça va être structurant du monde qui vient et qui s'organise aujourd'hui. Je suis un peu plus pessimiste que vous. Le seul danger, c'est de ne pas devenir addict. Oui, ce qui est difficile, mais Thomas, vous portez quel regard sur... C'est un secteur qui existe, donc il faut faire avec, puisque aujourd'hui c'est quasiment incontournable, et on fait tous de la politique ici, donc on sait que ces outils mais c'est différent existent. Entre influenceurs et ça nous attire quand même. Ce qu'a mis en évidence complément d'enquête, c'est aussi que c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent là-dessus, et donc il y a aussi besoin d'un contrôle, d'une régulation, de mettre des normes pour arriver à ce qu'on ait des dérives telles qu'on a connues sur complément d'enquête. Et évidemment, toutes les influenceuses ou les influenceurs et tout ce qui crée du contenu sont pas le pire. Il y a des gens très bien, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, qui se mettent au service de la société, qui créent des choses qui nous font avancer. Simplement, c'est un secteur qui est nouveau et qu'il faut appréhender, et qu'il faut un certain nombre de règles, encore une fois, si on veut pas avoir des dérives. Oui, absolument. Votre coup de gueule, Thomas? Moi, c'est une fois n'est pas coutume, c'est sur mon ancienne entreprise, sur la SNCF, où on a appris par voie de presse il y a quelques jours que la direction de la SNCF allait privatiser la formation des conducteurs de train. Donc elle allait sous-traiter à une entreprise privée, ce qui est quand même une nouvelle attaque contre l'entreprise historique, et au-delà de ça, c'est une remise en cause. C'est un aveu d'échec quand même. Non, parce que c'est une volonté organisée de la direction de l'entreprise de détruire ce qui reste du service public. Mais moi, je pointe surtout au-delà de la sous-traitance, sur laquelle je suis opposé, c'est la dangerosité qu'il y a derrière. Parce que conduire un train, c'est une formation initialement qui durait 1 an, qui était très longue, où il y avait des exigences de très haut niveau. Et on sait qu'avec la sous-traitance, derrière, c'est des logiques de coût, c'est des logiques de rationalisation, et il y aura une baisse de compétences. Et aujourd'hui, la qualité du service public ferroviaire aussi en France, c'est d'avoir des trains qui circulent en bonne sécurité avec des conducteurs qui sont formés. Donc moi, j'ai écrit à Clément Beaune, et je lui demande de revenir à la raison. On ne peut pas déléguer la formation des conducteurs de train d'une entreprise publique au privé. Mais pourquoi l'entreprise, pourquoi est-ce que la SNCF fait appel
Non, mais pourquoi j'ai bien compris. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants? Ça veut dire qu'on n'a plus aujourd'hui les outils. La SNCF dit qu'elle manque de conducteurs. Oui. Donc les conducteurs qui étaient des formateurs, elle les remet en circulation pour faire rouler les trains. Mais en vérité, la SNCF, elle organise elle-même le fait de ne pas recruter. Tout à l'heure, on aura par exemple un rassemblement devant la gare d'Austerlitz. Je vais aller apporter mon soutien aux cheminots, où la SNCF déjà bloque des embauches de conducteurs pour faire baisser le niveau des trains qui circulent. Et puis ça répond simplement à une volonté dogmatique, c'est-à-dire qu'elle veut se détacher d'à peu près tout ce qui fait la SNCF pour le livrer au privé. C'est ce qui a été fait depuis la réforme de 2018. Donc on continue à casser l'entreprise publique. Moi je dis au ministre des Transports, gardons la formation des conducteurs de train au sein de l'entreprise publique. Enfin, on peut pas dire que la SNCF fonctionne très bien. Mais oui, je vais pas dérouler sur les moyens qu'on met à disposition, sur le manque de personnel, sur la fermeture des gares, sur le manque de présence humaine. Il y a plein de choses à dire si vous voulez parler de la SNCF. Oui, mais alors peut-être, je sais pas, Jacques Miard voulait réagir à ça. Oui, je vais réagir parce que c'est la maladie actuelle de vouloir externaliser un certain nombre de coûts et en pensant que de cette manière, s'il y a un problème, eh bien l'entreprise privée se défait des gens qui sont, et c'est plus l'entreprise ou la collectivité qui auront à assumer cela. L'externalisation, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher parfois, mais dans le cas effectivement de la SNCF, moi je suis d'accord. C'est un service public que nous devons garder des compétences. Et le service public doit garder des compétences. Et s'il ne les a pas, c'est comme cela que la vache folle, en Grande-Bretagne, s'est développée, la maladie de la vache folle, parce que les Anglais n'avaient plus un corps de vétérinaires autonomes et nationaux pour contrôler. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Donc il y a un moment, il faut faire très attention aux externalisations. Il en faut parfois. Mais il faut aussi que le service public garde des compétences de manière à avoir la maîtrise de la politique. Oui. Ergun, Top Arslan. Moi, ça me rappelle un peu les débats qu'on avait sur les entreprises par rapport à l'ensemble des fonctions support qui devaient être internalisées. Ça a été la même chose quand les services de paiement ou les services de comptabilité ont été externalisés dans les entreprises. On voit que parfois ça marchait moins bien. Et on connaît les conditions pour qu'une externalisation fonctionne bien. Ça nécessite malgré tout en interne un savoir-faire qui doit être maintenu et un contrôle qui doit être fait notamment au niveau de ces formations-là. Donc la vigilance, l'appel à la vigilance, on peut l'entendre. De l'autre côté, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus inciter les gens à utiliser plus de transports en commun, donc forcer SNCF à mettre plus de trains, comme on essaie de le faire, en ne lui donnant pas les moyens de pouvoir le faire de l'autre côté et dire continuer à maintenir son rythme de formation, y compris en interne, pour avoir moins de conducteurs disponibles. Donc c'est un dilemme qui n'est pas évident. Moi, je suis pas contre sur l'externalisation. Je peux comprendre qu'un groupe veuille externaliser certaines fonctions, notamment de formation, pour pouvoir libérer certaines ressources humaines. C'est grave quand même sur ce que ça dit de cette entreprise. On peut être assuré que ça coûtera plus cher. Hein. Oui, bien sûr. Mais je vous laisse la parole après juste pour réagir parce que j'entends sur ce qui est dit sur l'externalisation notamment des moyens de paiement, mais là on est sur une fonction de sécurité. Et moi, à la SNCF, j'ai déjà connu l'externalisation de la maintenance du réseau qui s'est traduit par des accidents. Et moi, j'ai un souvenir où j'étais à l'époque syndicaliste en responsabilité. En 2018, on avait tellement sous-traité la maintenance du réseau qu'on s'est retrouvé avec des gens de 2 ou 3 entreprises différentes sur un chantier qui ne parlaient pas la même langue. Ça s'est traduit par 2 morts. Donc moi, je pense que ces fonctions-là, qui sont des métiers de sécurité essentiels au service public, doivent rester sous maîtrise de la puissance publique. Oui, Rafik Smati. Oui, moi je connais beaucoup moins le métier que vous, forcément, et je vois les choses avec un petit peu plus de distance. Vous parlez de sécurité, juste titre, parce que c'est un enjeu majeur. La seule chose que j'observe, et par comparaison avec un secteur que pour le coup je connais beaucoup mieux, le secteur du transport aérien, une entreprise telle que Air France ou même toutes les grandes compagnies aériennes recourent énormément à l'externalisation, et notamment s'agissant de la formation. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer pilote chez Air France et finir chez Ryanair ou inversement. Donc, ce que j'entends dans vos propos, c'est à mon avis davantage de la peur liée au fait que l'externalisation ne soit mal gérée à l'intérieur de l'entreprise. Parce que l'externalisation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit pilotée, il faut qu'il y ait des bons process. Si elle est improvisée et si elle arrive d'au-dessus, évidemment que ça ne marchera pas. Mais s'il y a des bons process, s'il y a une bonne organisation, une externalisation, et y compris sur les sujets de sécurité, peut être efficace, peut même être positive. Pourquoi l'externalisation, je vous pose la question, pourquoi est-ce que l'externalisation serait synonyme de moins de qualité, en fait, d'une formation au rabais? Parce que derrière, ce que poursuit la SNCF et ce qui a été dit, c'est qu'il y a une logique de réduction des coûts. C'est-à-dire qu'on sait déjà que la formation va coûter moins cher, qu'elle sera certainement moins longue. Mais je donne un exemple. Il y avait une compagnie de fret ferroviaire qui s'appelait ECR, qui dépendait de la Deutsche Bahn, qui avait à un moment mis la clé sous la porte parce qu'il n'y avait pas les moyens. La SNCF a repris les conducteurs de train. Donc elle a refait passer le diplôme de conducteur à ces gens-là. Ils n'ont pas réussi à le passer.
aux critères de la SNCF. Donc on avait des gens qui roulaient sur le réseau ferré français. Quand ils ont voulu passer le diplôme de conducteur de train, niveau conducteur SNCF, ça n'allait pas. Et heureusement, on n'a pas eu de drame quand ces gens conduisaient, mais on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'avoir une baisse de niveau, une baisse du niveau de sécurité sur le train. Moi, c'est ça, je lance une alerte là-dessus. En réalité, par principe, si on a une personne qui est embauchée ou 10 personnes qui sont embauchées en CDI, c'est-à-dire sur des contrats engageants pour l'entreprise qui doivent faire des formations de façon ponctuelle, c'est pas la même histoire de pouvoir les piocher sur des contrats de formation en fonction du besoin. En ça, je pense qu'il y a un gain pour l'entreprise, mais de l'autre côté, les points de vigilance, ils doivent être maintenus, notamment pour ce qui concerne le pilotage et l'achat de ces prestations-là. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans les grands groupes, y compris dans les groupes d'énergie, que ce soit pour EDF. Il y a une externalisation d'une grande partie de leur formation et avec cette volonté-là, c'est-à-dire d'avoir du sur-mesure plutôt que d'avoir des frais fixes engageants pour l'entreprise. Allez, petite pause sur ce... Oui, Jacques, un dernier mot. Oui, je voudrais quand même souligner le fait que si dans le service public, dans la collectivité, dans l'État, vous ne gardez pas des compétences pour pouvoir mesurer ce que l'externalisation va vous offrir, vous allez à la catastrophe. Oui, bien sûr. Regardez ce qui s'est passé avec McKinsey. Enfin, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Je veux bien vouloir externaliser certaines choses, mais si je ne garde pas les compétences à l'intérieur, je vais me faire rouler. Allez, on marque une pause, il est 9h26 pardon, sur Sud Radio et on va parler de la valeur travail. À tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, ça débat chez Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Alors l'actualité, évidemment, c'est cette sortie de Sandrine Rousseau hier. Alors est-ce qu'on tombe dans le piège de toutes les déclarations de Sandrine Rousseau? Là, il faut tomber dans le piège. Vous croyez? Bon, Jacques Miard. C'est pire, à un moment donné, stop. Jacques Miard, c'est votre... Effectivement, vous posez une bonne question, ma chère Valérie, en disant, j'ai hésité parce que c'est lui faire de la publicité, même quand on lui dit, elle déconne. Bah oui. Et donc, il y a un moment, on devrait l'oublier. Mais hier, je vous donne un exemple. Hier, elle a fait 3 dépêches AFP. C'était. Ah oui, mais parce que ça, c'est le buzz médiatique. Oui, mais bien sûr. Je rappelle juste que Thomas était le directeur de campagne de Sandrine Rousseau, donc il la connaît bien. Oui. Alors allez-y. Mais peu importe. Oui. Ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'elle parle, elle met un peu plus le pied dans les poubelles de l'histoire. À mon avis, elle va terminer au caveau de 10 heures, vous savez, chez les Sansonniers. Là, elle aura peut-être une bonne aura. Mais ça ne tient pas la route une chose. En critiquant, dirais, Roussel sur la valeur travail, c'est stupéfiant. Moi, j'ai été élevé par une hussarde de la République. Et j'ai donc appris ce qu'était, je dirais, le travail et pour pouvoir arriver par le mérite. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les conditions aujourd'hui pour le travail soient réunies, parce qu'il y en a certains qui voudraient bien travailler et qui ne peuvent pas. Mais voilà, à critiquer le travail comme le fait, c'est parfaitement imbécile et ça montre son niveau. En réalité, il y avait un article dans le Figaro hier, c'est de la provoque perpétuelle. Et à la limite, on devrait l'ignorer. Ben oui, mais c'est vous qui mettez le sujet sur le tapis. C'est là où effectivement il y a un peu de contradiction. Mais ça veut dire qu'elle soulève peut-être des questions qui... Il n'en demeure pas moins qu'une fois de plus, entre le communiste Roussel et le gaulliste que je suis, il n'y a rien. Ouais. Elle a dit très exactement, Sandrine Rousseau hier, pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. Et elle parlait des allocations et elle dit on a le droit de faire des pauses dans sa vie, il faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. On l'a pas attendu pour ça. On l'a pas attendu pour ça, ça existe. Bon, qui veut réagir? Non, je pense que ça démontre encore une fois les contradictions de la gauche pour prétendre être issu de la gauche avant de rejoindre la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a eu très souvent des débats, mais on n'a jamais été jusqu'à ce niveau, jusqu'à la présidentielle, pour être tout à fait précis, jusqu'à la primaire qui confrontait Benoît Hamon à Manuel Valls, où là il y a eu des débats, on voit qu'il y a eu une véritable divergence, et notamment sur la notion de travail, et qui continue, qui n'a pas été clarifiée d'ailleurs, y compris avec cette alliance lors de ces dernières élections de la NUPES. La réalité, c'est que la valeur travail, fondamentalement, il y a une grande partie de la gauche qui dit que c'est une valeur de gauche et il y a une grande partie de la droite qui dit que c'est une valeur de droite, parce que il y a une grande partie de la gauche qui croit que la valeur du travail permet l'émancipation à travers également l'école républicaine, et c'est en ça que de nombreux discours, notamment des grands penseurs de gauche, commencent par travailleuses, travailleurs. Et aujourd'hui, on parle d'un droit à la paresse qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais existé dans l'histoire de la gauche. Peut-être ça existait dans la gauche du futur.
dans une secte. Peut-être ça parle à certaines personnes. On peut avoir plusieurs débats là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est une notion qui parle à beaucoup de personnes qui ont connu l'importance de la notion et de la valeur du travail dans le parcours individuel de tout un chacun. Oui, Rafik Smati, vous avez réagi comment à cette... Alors d'abord, j'affirme que c'est un bon débat. C'est un bon débat et qui révèle d'ailleurs quelque chose. Il y a une clarification qui est à l'œuvre sur ce qui est en train de devenir la gauche. Jadis, la gauche était le grand mouvement français qui militait pour l'émancipation par le travail. Je voudrais rappeler pour vos auditeurs que même Karl Marx, pour ceux qui ont lu Karl Marx, il n'y a pas une seule page de Marx où le travail n'est pas au centre de la notion d'émancipation. Dans le Capital, vous avez 3 grandes parties. Les 2 premières, celle sur la civilisation et celle sur l'économie, affirment très clairement que le travail, c'est ce qui vous permet de vous affranchir de l'état de nature. Le travail, c'est ce qui vous permet de vous surpasser, de vous intégrer et de créer la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. C'est par le travail qu'on écrit l'histoire et qu'on finit par devenir un maître. Donc dire qu'aujourd'hui le travail c'est une valeur qui n'est pas une valeur de gauche, je trouve ça extrêmement préoccupant. D'autant plus que la paresse, parlons de la paresse, de l'éloge de la paresse de Madame Rousseau. La solidarité nationale, et nous avons en France un tiers de notre produit intérieur brut qui est consacré à des dépenses sociales. La solidarité nationale n'est pas faite pour financer la paresse. La solidarité nationale est faite pour financer les moments difficiles que les uns et les autres peuvent traverser dans leur vie, est faite pour compenser des injustices, parce qu'il y en a dans notre société, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. C'est pour ça que nous avons une solidarité nationale, c'est pour ça que nous payons des impôts. C'est pas pour financer la paresse, c'est pas pour financer des années sabbatiques où on fait le tour du monde. Non, tout ça, c'est des privilèges d'enfants gâtés. Aujourd'hui, j'accuse Madame Rousseau et tant d'autres d'abîmer ce qu'est la gauche, d'abîmer ce qu'est l'écologie. Vous vous rendez compte que ils sont en train de sacrifier le travailleur et de sacrifier la lutte pour le climat. Parce que quand on s'oppose au nucléaire comme ils le font, et le nucléaire qui est l'énergie décarbonée par excellence, qui est l'énergie qui permet de lutter contre les dérèglements climatiques, eh bien on n'est pas écolo. Donc ils sont antisociaux et anti-écolo. Voilà ce que nous avons aujourd'hui dans cette gauche de la NUPES. Alors, vous avez raison de relire Marx, parce que beaucoup de gens de droite devraient le relire en tant qu'analyste politique. Bravo. Mais enfin, il vous a pas échappé qu'on est en 2022. Effectivement, les fondamentaux. Alors peut-être que Thomas Porte, vous avez juste rappelé Philippe Martinez, qui était l'invité ce matin de Patrick Roger dans le Grand Matin, disait le travail est essentiel dans la vie à condition qu'on puisse bien le faire. De plus en plus de travailleurs, ils vont à reculons, ils ne perçoivent plus le sens du travail. Mais il y a quand même un phénomène sur la non-envie de travailler, sur les loisirs, et sur tout ça. Thomas, vous l'avez compris, comment cette sortie de... Déjà, permettez-moi de dire, Marx parle beaucoup de travail, mais il parle jamais de valeur travail. Et si on reprend les écrits de Marx, il parle de la réappropriation des moyens de production par les travailleurs pour être maîtres de leur destin. Et aujourd'hui, on n'en est pas là aujourd'hui encore, dans ce pays, où le capitalisme, il y a un rapport de domination et d'exploitation dans le travail. C'est ça vous le souhaitez peut-être, c'est ça. Est-ce que vous avez lu Marx ? Est-ce que vous avez lu Marx ? Oui, bien sûr. Bon, eh bien, Marx écrit d'ailleurs dans Le Capital que le capitalisme est une étape nécessaire vers le socialisme. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est anticapitaliste et qu'on est aujourd'hui mobilisé pour le faire tomber. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aujourd'hui, quand on parle de travail, et moi je suis pour ceux qui disent qu'on ne peut pas combattre les libéraux et l'extrême droite en reprenant leurs mots. Et aujourd'hui, moi je suis de ceux qui disent que le travail n'est pas la seule forme d'émancipation dans ce pays, qu'il y a d'autres espaces où on peut être émancipé. Il y a d'autres gens, quand on est militant associatif et quand on parle de droit à la paresse, que pose Sandrine Rousseau sur la table, c'est aussi les congés payés que la gauche a gagné. C'est le droit d'avoir des formations, c'est le droit d'avoir des espaces de respiration. Et aujourd'hui, je vais dire une chose, parce que vous parlez toujours de travail. Mais dans la bouche des libéraux, le travail, ça n'existe que quand on peut exploiter des gens et mal les payer. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent aller bosser. Non mais là, vous délirez complètement. Mais bien sûr que si. Et heureusement qu'on a les allocations chômage et qu'on a le RSA, parce que ça permet à des gens de ne pas accepter des boulots qui sont à 2, 3, 4, 5, 6 euros, parce qu'il y a des patrons qui veulent faire ça aujourd'hui. Donc il y a un débat sur ce sujet-là. Et moi, je suis pas pour opposer celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui touchent des allocations ou qui sont RSA. Parce que dans ce pays, il y a quand même aussi un chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé. Il faut rappeler les faits. Donc
vous n'allez pas nous faire des leçons sur le travail. Le travail, c'est aujourd'hui un rapport d'exploitation. Il y a des gens qui sont mal payés dans ce pays, il y a des gens qui ont des conditions de travail qui sont dégueulasses. Donc moi, je ne suis pas opposé au travail. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si on veut remettre le travail au cœur du dispositif, il faut qu'il paye bien. Il faut que les salariés aient des bonnes conditions. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça le débat qu'on pose. C'est quel travail on veut dans ce pays. Oui, mais pour ça, il faut que les... Non, mais pour ça, il faut que les... Je suis pas sur le débat. Oui, mais simplement, je crois que tout le monde sur ce plateau et bien au-delà sera d'accord pour dire que il faut que les salariés soient mieux payés, il faut que les fonctionnaires soient mieux payés. Mais pour payer, pour sortir de l'argent, il faut produire. Non, c'est la répartition des richesses qui est posée par ce débat. Aujourd'hui, elle n'est pas faite. Et qui c'est qui produit aujourd'hui? Et qui c'est qui produit? Ce sont les entreprises. Non, c'est les salariés. Et derrière les entreprises, vous avez des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont mis de l'argent pour prendre des risques. Pour prendre des risques. Non, entre 1980, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés. Celui qui s'en met plein les poches aujourd'hui, c'est l'État. Celui qui s'en met plein les poches aujourd'hui, c'est l'État, pour financer un modèle social qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, dans le partage de la valeur ajoutée, vous avez sur un produit qui est vendu 100 € dans le commerce, vous avez 20 € qui vont dans la poche des salariés, vous avez 3 € qui vont dans la poche des actionnaires, vous avez 62 € qui vont dans la poche de l'État. Voilà la situation de la France aujourd'hui, parce que nous avons championne d'Europe du versement des dividendes aux actionnaires du CAC 40, la France. Mais parce que nous avons un État qui est devenu obèse, avec un modèle social qui coûte une fortune aux contribuables, qui endette les générations futures et qui est inefficace. Vous êtes le premier vous-même à vous lamenter des hôpitaux qui sont en train de tomber en lambeaux. Et vous avez raison de cette éducation nationale qui est en train de s'effondrer. Mais nous avons le taux de fiscalité le plus élevé du monde, cher monsieur. C'est faux, les grandes entreprises sont moins taxées que les TPE-PME dans ce pays. Nous sommes en tête des prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, nous avons un modèle qui ne fonctionne pas. Et c'est ce modèle où vous avez une sphère sociale qui est de 33% du produit intérieur brut. C'est ce modèle qui a créé de la précarité et de la misère et que vous cautionnez aujourd'hui. Alors, la précarité et de la misère. Alors, attends. Jacques Miard. Jacques Miard. C'est également à Thomas. Je suis désolé de dire que le travail est au cœur de la société, qu'il y ait des problèmes, des dérives, que dans certains cas, il y a une sorte d'aliénation qui a été notamment dénoncée par Karl Marx, parce qu'il faut lire Karl Marx, c'est un excellent analyste, mais de grâce, ne pas dire ce que vous dites. Le travail reste, je dirais, intrinsèquement lié à la dignité de la personne. Et quand vous parlez à un certain nombre de gens qui cherchent du travail, comme j'en ai eu dans ma permanence quand j'étais député et qui n'en trouvaient pas, eh ben je peux vous dire que c'est loin de ce que vous dites. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, Thomas, ne suivez pas cette, je dirais, cette femme qui, à chaque fois qu'elle parle, elle met un pied de plus dans les poubelles de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Vous devez vous en départir parce qu'elle vous fait du tort. Elle fait du tort au féminisme. Elle fait du tort, justement, à ce qui est la gauche, qui a été un grand mouvement idéologique. Et c'est aussi simple que cela. Voilà. Ouais. Non, alors, Ergun, je ne pense pas qu'on va gagner grand-chose à confronter, à opposer systématiquement les entreprises avec les travailleurs, avec les salariés. Mais je pense il y a la nécessité d'avoir un débat calme, serein, sur les conditions de travail, sur le nouveau monde du travail, sur les velléités qu'il peut avoir, par exemple, sur le 32 heures par semaine, sur le travail de 4 jours par semaine. Mais c'est pas pour autant qu'on doit retomber dans les caricatures et dans, on va dire, les dangers qu'a pu apporter le marxisme, que ce soit dans notre pays ou que ce soit à l'échelle du monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces références-là pour tourner la page. Et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est la radicalité de ces propos-là, en réalité. C'est-à-dire que s'il y en a qui veulent porter ce discours de droit à la paresse, et ça peut choquer énormément de monde. Et dans le contexte de post-crise qu'on connaît et de pré-crise qu'on va connaître également d'un point de vue social et économique, tout le monde a besoin de faire des efforts supplémentaires. C'est le caveau de la République. Mais aujourd'hui, il y a un rapport au travail qui a changé fondamentalement. Moi, je ne suis pas certain que ce soit aussi radical que ça. Si je vous raconte une petite anecdote. Je vais chez mon kiné, qui est en fin de carrière. Il me dit, moi, je suis volontaire pour aider des jeunes kinés. Une jeune m'appelle, il me dit, est-ce que vous pouvez m'aider, me donner des patients, etc. Il lui dit, j'ai un cas intéressant, une jeune femme qui est lourdement handicapée après un accident, qui a besoin d'être rééduquée. Il faut aller à son domicile. Et la jeune kiné lui dit, ah non, moi, je ne fais pas de domicile, c'est trop chiant. Il me dit, on lui donne un cas super intéressant où elle a la chance de voir progresser quelqu'un. Il me dit, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'allais à Argenteuil. Parce qu'elle a déjà essayé le droit à la paresse. Non, mais c'est pour ça que, y compris les propos de Thomas, moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire, par exemple, on peut s'épanouir dans le monde associatif. C'est pas réel. Le monde associatif, c'est une galère sans nom. C'est compliqué parce que même dans le monde associatif, tu as besoin d'argent à un moment donné si tu veux faire des projets, monter des actions. Et l'argent, on le crée pas. En tout cas, dans les moments de crise, on en a sorti un peu plus, mais maintenant, à un moment donné, il faut le
rembourser. Il faut se mettre au travail justement pour créer de la richesse qu'on pourra se répartir. Pour le coup, si certains veulent répartir différemment, c'est le débat politique, mais c'est pas pour autant qu'on doit sortir de ces notions importantes pour notre pays. On va continuer ce débat avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Nous débattons avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Je voulais qu'on parle de la sobriété énergétique, jusqu'où aller. On a entendu que la maire de Paris et que de nombreuses villes, Strasbourg, vont éteindre un certain nombre de bâtiments municipaux. La Tour Eiffel va s'éteindre à minuit moins le quart. Hier, on apprenait que des grandes entreprises également, et on en parlait avec Ergun Toparslan, comme EDF, qui avait quand on va à la Défense, tout était allumé tout le temps. Hier, c'est LVMH qui a annoncé qu'il allait réduire la place la lumière pour y parvenir. Donc 2 mesures vont être mises en place sur les 522 boutiques en France. Elles seront éteintes à partir de 22h et ce sera 21h pour les sites administratifs. Les températures, ça c'est le cas aussi dans beaucoup d'entreprises, les températures intérieures seront réduites d'1 degré. Donc voilà, des grands groupes, pour le coup, on revient un petit peu à notre débat du début, des grands groupes comme LVMH prennent ces mesures-là. Et les communes de plus en plus nombreuses. Ergun, oui, c'est ça. La communauté de communes, par exemple, de Pompée en Meurthe-et-Moselle, qui a décidé de couper l'éclairage public en soirée. C'était une grande partie de test. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, j'étais un petit peu sceptique, mais pour des sujets sécuritaires, notamment qui concernent les femmes aux abords des lieux de transport, des gares. Et l'expérience s'avère plutôt favorable, positive. Et donc, à voir pour aller vers une généralisation ou pas. Mais en tout cas, c'est un sujet qui doit rentrer dans le débat et qui doit nous faire prendre conscience encore de l'importance de nos actions sur ces enjeux climatiques qui nous concernent tous. Oui, alors Thomas ? Oui, moi je fais partie de ceux qui disent que toutes les initiatives qui sont prises participent. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de penser que celui qui doit jouer un rôle majeur dans la transition écologique, c'est l'État, avec des politiques publiques ambitieuses. Et on parlait du travail il y a quelques minutes. Par exemple, il y avait une étude qui a été menée en Angleterre qui dit que si on passe sur une semaine à 4 jours de travail, ça réduit quasiment de 20% les émissions de CO2 de l'Angleterre sur une année parce qu'il y a moins de déplacements. Donc il y a aussi une nouvelle organisation sur laquelle il faut réfléchir. Vous me permettrez d'être un peu taquin avec Bernard Arnault et LVMH. Moi, je veux bien qu'il éteigne les lumières dans ses magasins, mais je pense qu'on pourrait lui interdire de prendre son avion privé pour faire l'est de Londres et jusqu'à l'ouest de Londres, 10 minutes en trajet, pour des pollutions qui sont absolument catastrophiques. Vous croyez que c'est... Mais c'est ce que... Mais c'est l'acceptation collective. Encore une fois. Je pense qu'il y a des comportements qui sont en train de changer, justement. Mais pas cela. Comment voulez-vous, je le redis, que la majorité... Comment voulez-vous que l'intérêt général et les gens dans leur très grande majorité acceptent de faire des efforts si une minorité continue de faire ce qu'elle veut toute la journée sans contrainte. C'est ça le sujet. Là, ils le font. Là, c'est pas. Ils montrent l'exemple. Pour le coup, ils vont éteindre les lumières, ils vont baisser la température. Donc, vous pouvez pas reprocher à ces entreprises de ne rien faire. Rafik Smati. Oui, j'étais d'accord avec vous jusqu'à ce que vous utilisiez le mot interdire, parce que c'est toujours la mauvaise réponse à une responsabilité, bonne question. Ça ne marche pas. La réalité, c'est que c'est pas de la responsabilité. Ils le font. C'est concret. Je vais vous dire, moi, je suis patron de PME. Je suis patron d'une PME. Pour la première fois depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, je me suis intéressé à ma facture d'électricité pour la première fois. Personne ne m'a obligé à le faire, mais je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon entreprise aujourd'hui ? Eh bien, j'ai mis en place un plan de sobriété énergétique. Personne ne m'a obligé à le faire. Personne ne m'a dit, tiens, tu vas le faire ou sinon tu vas payer ou quoi que ce soit. J'ai décidé de le faire. On a mis en place ce plan de sobriété énergétique et vous savez quoi ? Je prends le pari que ce plan de sobriété énergétique, on continuera à l'appliquer une fois la crise passée. Parce que, évidemment, je crois aux vertus des crises dans ceci qu'elles nous obligent à nous poser un certain nombre de questions qu'on ne se posait pas forcément avant, qu'elles nous obligent à nous remettre en question, qu'elles nous obligent peut-être à changer de paradigme, etc. Mais tout ça, c'est la responsabilité individuelle, c'est l'entrepreneur parce qu'il est responsable, parce qu'il est comptable de son entreprise et de ses salariés, qui décide de prendre des décisions qui sont, de mon point de vue, irréversibles. Donc arrêtons d'être toujours dans la lutte des classes, dans les interdictions. Faites confiance aux gens pour une fois, et vous allez voir à quel point on fera des étincelles. Oui, Rafik. Oui, il y a quand même. Je voudrais quand même intervenir parce que la ville de Maisons-Laffitte, comme toutes les villes de France, doivent faire face à un certain nombre. Bon, ça pousse à l'analyse des coûts par site. Et donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on n'avait pas toujours conscience lorsqu'il y avait abondance
que, bien sûr, on dépensait autant par site, que ce soit la piscine, que ce soit un certain nombre d'équipements. Donc ça, c'est très bien. Et je suis d'accord avec Rafik pour dire que la responsabilité, c'est quelque chose. Mais ne te trompe pas, Rafik. Lorsque l'abondance reviendra, parce que ça reviendra, eh bien, on retournera très rapidement à plus de consommation. Il ne faut pas se leurrer. Non, parce que la crise actuelle on doit se poser la crise actuelle est source de transformation irréversible. Un instant, Rafik. Sois pas trop bavard. Bon, il faut quand même regarder les choses. Pas de leçon, Jacques, pas de leçon. C'est que il faut se poser la question de savoir pourquoi on en est là. Parce que la responsabilité des manques et de la faillite du nucléaire, c'est Macron. Et ça, je ne lui pardonnerai pas. La fermeture de Fessenheim, l'abandon d'Astrid, etc., c'est quand même une faillite de la politique publique conduite par ce gouvernement et son prédécesseur. Question à Jacques. J'ai simplement une question, puisque je suis bavard, donc je vais vous donner la possibilité de continuer de parler. Est-ce que vous pouvez me dire, vous qui êtes à LR, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac ont fait en faveur de l'énergie nucléaire en France ? Alors, pour ce qui est de Jacques Chirac, il a fait une belle bêtise en acceptant AREM. Et on a commencé au niveau européen. Non, mais quels sont les investissements que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont fait en faveur du nucléaire ? Un instant, ce qu'il a fait en faveur du nucléaire, c'est qu'on n'a pas suffisamment relancé les programmes, c'est exact. Mais moi, j'assume, parce que j'ai été en opposition très souvent. Donc c'est 30 ans de renoncement, c'est pas que Emmanuel Macron. Y compris, non, mais Fessenheim, c'est pas Chirac, s'il vous plaît. Hein, ça, c'est du Macron. Absolument dans le compromis Eh bien, l'abandon de Superphénix, c'était sous Chirac, cher monsieur. Non, mais. Oui, alors, non, c'est Jospin. Oui, Jospin qui était le président de la République. C'est Jospin qui a fait ça. Oui, avec Chirac comme président. Avec Chirac comme président. Et en 2002, lorsque Chirac a repris le pouvoir, est-ce qu'il a relancé Superphénix ? Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. On n'entend rien. Alors, on peut se relancer. Ergun Topparslan. On peut se relancer la balle autant qu'on veut en ce qui concerne les fermetures, les responsabilités du parc nucléaire français. La réalité, c'est que on voit aujourd'hui, ne serait-ce que pour des centrales qui étaient beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus jeunes que Fessenheim, les contraintes de sécuritaire qu'on a nous poussent à fermer beaucoup de réacteurs, objectivement et techniquement parlant, sachant, et je me dois de le dire que je travaille dans cette société, la technologie nous aurait poussé fatalement à couper, à fermer Fessenheim. Et donc aujourd'hui, s'il faut assumer la fermeture de Fessenheim, on l'assume facilement. On avait 10 ans de plus. Hein. Non. L'ASN affirmait qu'on pouvait repousser de 10 ans facilement. On pouvait, mais quand on voit, l'ASN disait ça, et on n'avait pas les contraintes d'aujourd'hui, on voit juste que les coûts qui sont en corrosion aujourd'hui, qui nous poussent à fermer la moitié de nos réacteurs nucléaires, les mêmes coûts qu'on a sur Fessenheim, si on aurait voulu intervenir là-bas, ça nous aurait coûté 10 fois plus d'argent que sur Flamanville, y compris Flamanville, l'ancienne centrale. On va pas rentrer dans les détails. Mais moins que les 20 milliards que nous coûte la crise énergétique aujourd'hui. Peut-être, mais à moyen et long terme, sur notre planification énergétique, il faut prendre en compte aussi qu'il y a un besoin de mix énergétique qui a été engagé beaucoup trop tard, ça on peut en débattre aussi, et qui nécessite également beaucoup d'investissements publics pour pouvoir produire suffisamment d'énergie pour aller vers ce mix énergétique. Aujourd'hui, on en est un peu loin, mais on a besoin du nucléaire aussi. On le constate dans les moments de crise, dans les moments de difficulté aujourd'hui, sans pour autant perdre de vue les exigences sécuritaires que l'on peut avoir avec. Et nous, on a tout bon espoir de relancer un maximum de réacteurs pour que l'hiver se passe bien pour nos concitoyens. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Jacques Miard, à savoir, une fois que l'abondance reviendra, on changera nos habitudes. Je ne suis pas certaine. Je pense pas non plus. C'est ce que vous disiez. Ah si. Jacques Miard, vous avez dit ça. On ne changera pas nos habitudes. Vous savez, c'est la fameuse phrase il faut tout changer pour que rien ne change. Eh bien, c'est que vous allez voir, on voit bien là. Moi, je constate qu'on est sorti du Covid, ça a été un ouf général. C'est-à-dire qu'on a repris nos habitudes, on voulait faire la fête, etc. Et c'est tout à fait légitime. L'homme n'est pas, je dirais, quelqu'un qui va. L'homme par nature va pas terminer dans un couvent. Non. Sans aller au couvent, je pense qu'il y a certains réflexes qu'on voit qu'on a tous perdus en fait. En réalité, on fait tous attention. Il y a des choses qui ont changé, le plastique. Il y a quand même une prise de conscience. Et puis il y a une génération qui arrive. Pardon ? Et puis il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a une nouvelle génération absolument qui est consciente. La nouvelle génération, elle fera comme les copains. Non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Allez, on verra. On sera où on verra peut-être pas d'ailleurs. Il y en a peut-être pas beaucoup à la maison. Merci à tous les quatre, au les cœurs, et on se retrouve dans un instant, nous, pour l'émission Média avec Dominique Rizet. À tout de suite.